Bonjour à tous et à toutes. Nous allons continuer notre cours Introduction à la programmation avec le deuxième chapitre 2 qui consiste aux structures conditionnelles et itératives. Donc la première partie sera dédiée aux structures conditionnelles. Donc, les objectifs de cette partie sont comme suit. À l'issue de cette partie, l'étudiant sera capable de connaître les différentes structures conditionnelles. L'étudiant aussi sera capable d'apprendre à manipuler les différents types de structures conditionnelles et il va appliquer la structure conditionnelle adéquate pour résoudre un problème bien déterminé, c'est-à-dire l'étudiant sera capable de mieux comprendre la meilleure structure conditionnelle à choisir pour résoudre un problème bien déterminé. Donc, avant de définir une structure conditionnelle, il faut tout d'abord comprendre c'est quoi un algorithme ou bien un programme linéaire. Un algorithme ou un programme linéaire, si seulement est dit linéaire, si seulement si ces instructions suivent une structure séquentielle, c'est-à-dire l'instruction numéro i plus 1 ne s'exécute qu'après avoir exécuté l'instruction précédente numéro i, c'est-à-dire une structure séquentielle que les instructions sont exécutées l'une après les autres. C'est un algorithme linéaire où la structure est séquentielle. Quand je parle d'un algorithme, bien évidemment, de la même manière, on parle d'un programme. À part les algorithmes ou les programmes linéaires de structure séquentielle, il existe d'autres types d'algorithmes ou programmes dont la structure est dite alternative ou conditionnelle ou encore de contrôle de choix qui dépend d'une condition. C'est-à-dire, dans les cas où on parle d'algorithmes ou programmes de structure alternative ou conditionnelle, il y a donc une condition. On parle de condition. Donc, on continue avec cette notion de structure conditionnelle. Dans certains algorithmes, bien évidemment, ou bien les programmes, l'exécution d'une ou plusieurs instructions est conditionnée par la vérification d'une condition. Donc, on parle de vérification de conditions. Donc, il faut qu'il y ait des conditions qui doivent être vérifiées. Une structure conditionnelle ou alternative ou encore dite de contrôle est une commande qui contrôle l'ordre dans lequel les différentes instructions d'un algorithme ou programme sont exécutées. Donc, cette condition, elle contrôle, donc cette structure conditionnelle, elle contrôle l'ordre des différentes instructions qui composent un programme. Donc, cette structure conditionnelle, elle permet d'exprimer un choix entre deux traitements, T1 et T2 par exemple, sur la base d'une condition, parce qu'on peut avoir plus que de choix. On peut avoir plusieurs choix et on va voir après, sur la base d'une condition. Donc, si on a une seule condition, donc on a deux choix. T1 et T2, bien évidemment, peuvent être constitués d'une ou plusieurs instructions. T1 et T2, ce sont des traitements. Donc, on peut faire ce qu'on veut de calcul, de n'importe quel type de traitement. Bien sûr, les traitements peuvent être constitués d'une ou bien plusieurs instructions. Avant de passer aux différents types de structures conditionnelles, il faut tout d'abord comprendre la notion de condition. C'est quoi une condition? Une condition, c'est une comparaison entre deux valeurs à travers un opérateur de comparaison. On a déjà vu dans le chapitre précédent les opérateurs de comparaison en langage C, qui sont l'égalité, la double égale, la différence, strictement inférieur, inférieur ou égal, strictement supérieur et supérieur ou égal.
Donc, la condition est une comparaison entre deux valeurs par le biais d'un opérateur de comparaison qu'on a vu. Les valeurs de comparaison doivent être de même type et le résultat de cette condition soit vrai, soit faux. Le vrai, on a vu aussi ça dans le chapitre 1. Le vrai, on sait, c'est représenté par 1 et le faux représenté par 0. Donc, pour comparer bien sûr deux valeurs, ils doivent être de même type, bien évidemment. Et le résultat est de type booléen, mais on a dit qu'en langage C, on n'a pas le type booléen. Le vrai est représenté par 1 et le faux est représenté par la valeur 0. Autre remarque pour les conditions, une condition peut être simple ou composée. C'est quoi une condition simple? Une condition simple est composée d'une seule opérande. Par exemple, A inférieur à B, c'est une condition simple. Ou bien C supérieur à D, ou bien A égale 0, A égale à 1, ainsi de suite. Donc, une condition composée, elle est formée de plusieurs conditions simples reliées par des opérateurs logiques. On a vu les opérateurs logiques et logiques ou logiques et la note logique. Exemple, donc une condition composée dans notre exemple ici, donc A inférieur à B ou C supérieur ou égal à D. Donc on a ici deux conditions simples donc qui forment une condition composée par le biais de l'opérateur logique ou. Donc soit A inférieur à B ou C supérieur ou égal à D. Dans notre chapitre, nous allons étudier trois types de structures conditionnelles qui sont les structures à choix simples, les structures à choix alternatives et aussi les structures à choix multiples. On va donc dans la suite détailler ces différentes structures conditionnelles. Commençons par la définition de structure à choix simple. Donc, c'est quoi une structure à choix simple? Une condition est testée pour déterminer si l'action ou la suite, ensemble des actions, doit être exécutée. Donc, comment ça marche, comment ça fonctionne la structure à choix simple? Si la condition est valide, alors le traitement est exécuté. Sinon, on quitte la structure et on passe à la suite des instructions de l'algorithme, si on parle d'algorithme, ou le programme, si on écrit un code en langage C. Donc, la syntaxe de la structure à choix simple est la suivante en algorithmique vis-à-vis en langage C. Donc, on commence par l'algorithmique. Donc, en algorithmique, la structure à choix simple est comme suit. Donc, si condition est vérifiée, on va entrer dans le traitement. Alors, traitement. Donc, on va faire un ensemble d'instructions ou bien une seule instruction. Après l'exécution de ces instructions, on écrit fin si. En sortant de cette structure conditionnelle, les pointillés, donc on passe à d'autres instructions. Donc, si la condition est vérifiée, on va exécuter une ou bien plusieurs instructions de notre traitement. Sinon, c'est-à-dire si la condition n'est pas vérifiée, on ne va pas entrer dans le traitement. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter la suite d'instructions qui est donc ici représentée par les points, les pointillés. En langage C, donc, de la même manière, en langage C, if, si ça devient if, condition, si, c'est-à-dire la condition elle est vérifiée, donc on ouvre l'accolade et on va exécuter un ensemble ou bien une seule instruction. C'est notre traitement et puis on ferme l'accolade et si cette condition n'est pas vérifiée, on va faire la suite des instructions. Même si la condition elle est vérifiée,
il y a une suite après qu'on sort de la structure conditionnelle. On va appliquer la notion de structure conditionnelle à choix simple avec cette activité ou bien cet exercice qui consiste à écrire un programme en C bien sûr qui affiche un message. Le message suivant, il fait beau si la température entrée au clavier est plus que 19,0 degrés Celsius. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cet exercice? On va donner la valeur de température par le clavier. Donc, l'utilisateur, il va entrer la valeur qui est de type, bien sûr, réel. Si, donc, on va vérifier si la valeur est plus que 19,0. Si c'est le cas, donc, on va afficher un simple message, il fait beau. Donc, la solution de cette activité est avec le langage C est comme suit. Donc, on va écrire un programme qui va donc entrer la température en degrés Celsius. Il va afficher un simple message si la température est supérieure à 19,0. Donc, tout d'abord, pour écrire un programme en langage C, on a dit déjà dans le chapitre 1, on a vu comment on écrit un programme en langage C. Donc, la première chose, c'est d'importer les librairies qu'on a besoin dans notre code. Donc ici, on a besoin que de la librairie ou de la bibliothèque studio.h, donc standard input output, donc c'est pour les fonctions, pour utiliser les fonctions d'entrée et de sortie, de lecture et d'écriture. Donc pour écrire notre traitement, il faut tout d'abord écrire dans le corps du traitement, c'est dans le programme principal qui est représenté par la fonction main. On a vu que main, elle ne retourne rien. Dans ce cas-là, on écrit void main, ou bien pour s'assurer que le code ou bien le programme se termine normalement avec succès, donc on retourne 0. Donc si la fonction elle retourne 0 ou 1, s'il y a des erreurs, donc elle retourne 1. Si il n'y a pas d'erreur, ça retourne 0. Dans ce cas-là, main doit donc retourner un entier int. Donc c'est pourquoi on écrit int main. Parce que main, elle va retourner soit 0, soit 1. 0, c'est-à-dire ici, elle retourne, le programme, il se termine avec succès. Donc, dans le corps de notre programme principal, la première chose à faire, c'est toujours de déclarer les différentes variables. Ici, combien de variables on a? On n'a qu'une simple variable, qu'une seule variable, température. De quel type température? De type réel, donc avec C, elle devient float. Float, température, point virgule. Toute instruction en C se termine par point virgule. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on demande à l'utilisateur d'entrer la température à travers le clavier. Donc, on donne un simple message avec la fonction printf de studio. Donc, printf, dans les parenthèses, on écrit un message qui est une chaîne entre deux cotes. Donc, entrer, saisir, donner la température en degrés Celsius. Et on ferme le message, le parenthèse, et bien sûr, chaque instruction se termine par un point virgule. Et puis, on va lire. On va donner la valeur de température par le clavier, donc avec la fonction scanf de studio aussi. Donc, scanf, qu'est-ce qu'on donne à scanf? Le format, ici, %f, puisque c'est un réel, c'est un float, donc %f. Après le format, on donne l'adresse de la variable ou du paramètre, ici, l'adresse de température. Scanf, elle demande l'adresse de paramètre. Donc, on doit écrire l'adresse de température, point virgule bien sûr. Après, on va vérifier si la température est supérieure à 19 degrés. Donc,
if, donc on sait, if température supérieure à 19.0, c'est notre condition entre parenthèses, c'est la condition, s'il est vérifié, donc le programme, il va entrer dans le traitement entre les accolades. Donc, on va afficher, bien sûr, un simple message ici, il fait beau, avec la fonction printf entre deux cotes, le message, il fait beau, donc point d'exclamation, /n pour retourner à la ligne, point virgule, toute instruction se termine par un point virgule et on ferme l'accolade, les accolades, et à la fin, return 0 pour le main. Et voilà le code, la correction de l'activité. Passons maintenant aux structures conditionnelles à choix alternatif. Il existe deux types. Donc, dans la suite de ce cours, nous allons traiter les structures à choix alternatif simples et aussi les structures à choix alternatif imbriquées. Passons maintenant à la structure à choix alternatif simple. Donc la syntaxe de cette structure est comme suit en algorithmique et on sait bien sûr l'écriture et la syntaxe équivalente de l'algorithmique en langage C. Donc en algorithmique, la syntaxe, si condition est vérifiée, alors on va faire le traitement 1. Donc l'algorithme, il va traiter le premier cas, donc le premier bloc d'instruction. Sinon, la condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire le contraire de cette condition. On va traiter le traitement 2. Donc l'algorithmique, il va exécuter la partie 2, le bloc d'instruction du traitement 2. Et à la fin si on ferme la structure conditionnelle à choix alternatif simple. L'équivalent en langage C, c'est comme suit. If condition, c'est-à-dire si la condition est vérifiée, si elle est vraie, on va ouvrir donc les accolades et le programme, il va exécuter le bloc d'instruction du traitement 1. Le bloc d'instruction peut être composé d'une seule instruction ou bien plusieurs instructions. Bien sûr, chaque instruction se termine par point virgule. Else, c'est-à-dire sinon, c'est-à-dire si la condition n'est pas vérifiée, donc on va traiter, le programme, il va exécuter un autre traitement qui est le traitement 2 composé d'autres instructions. Donc bien sûr, dans le bloc de if et le bloc de else, on ouvre et on ferme les accolades. Donc c'est un bloc. Les accolades représentent un bloc de traitement, que ce soit donc composé d'une seule instruction ou bien plusieurs instructions. Si on a une seule instruction, on peut supprimer les accolades, mais c'est une bonne manière de limiter les blocs par les accolades. Mais dans le cas où on a plusieurs instructions, on doit on doit mettre les accolades pour limiter les blocs d'instruction. Donc, l'exécution de l'un des deux traitements dépend de la valeur de la condition. Si elle est vraie, cette condition, donc, si elle est vérifiée et vraie, le premier traitement est exécuté. Si la condition n'est pas vérifiée, elle est fausse, n'est pas vraie, le second traitement est exécuté. On va maintenant appliquer à travers une activité ou un exercice la structure à choix alternatif simple. Donc on va voir est-ce qu'on a bien compris, on a bien maîtrisé cette structure à choix alternatif simple. Donc l'exercice consiste à écrire un programme en langage C qui échange le contenu de deux données numériques A et B de nombres, c'est-à-dire si elles sont de même signe. Sinon, il met la somme des deux dans la première donnée A
et le produit dans la deuxième donnée B. Et ce programme, il affiche le contenu de A et de B à la fin. Donc, on passe à la correction de cette activité. Donc, on va écrire un programme en C. Donc, bien sûr, on est habitué maintenant à écrire la structure générale d'un programme. Donc, on importe la librairie, la bibliothèque et studio, la première chose. Après, dans le corps de notre main, on va écrire notre traitement. Donc, la première chose dans le corps du programme principal, on doit déclarer les différentes variables, les différentes données. Ici, les données, on a deux valeurs, deux nombres, on peut les choisir bien sûr ici comme entiers puisqu'ils sont signés, donc soit positif soit négatif, donc c'est int, donc int A et B. Et on a déclaré aussi d'autres variables qui sont C et D. On va les utiliser comme des variables intermédiaires après. Donc, on a déclaré 4 variables, 2 variables d'entrée A et B et d'autres variables C et D. On va les utiliser au cours de notre programme. Après, on va saisir les variables, on va saisir les données. On va tout d'abord écrire un message à travers printf, donc veuillez saisir 2 entiers. Et puis on va lire à travers le clavier, donc avec la fonction scanf. Donc dans scanf, on doit préciser les formats des paramètres ou des variables. Ici, puisqu'on a 2 entiers signés, donc %D, %D, %D pour A et %D pour B. Après le format, on doit préciser l'adresse de A et l'adresse de B dans scanf. Donc voilà la partie déclaration et saisie de données. On passe au test et comparaison avec la condition, avec la structure conditionnelle à choix alternatif simple. Donc qu'est-ce qu'on va tester? L'exercice, il nous dit, donc il nous demande d'échanger le contenu de 2 nombres A et B si ces nombres sont de même signe. Pour tester si elles sont de même signe, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, la condition ici, c'est quoi? La condition A et B doivent être de même signe. Donc, pour avoir A et B de même signe, il faut tester que la multiplication, le produit entre A et B doit être supérieur à 0. S'ils sont positifs, donc le produit est positif. Si elles sont négatifs, les deux, le produit est positif. Donc, on va tester cette condition. On doit vérifier cette condition si elle est vraie ou non. Dans le cas où elle est vraie, cette condition, on va échanger le contenu de A et B, c'est-à-dire on va permuter entre les deux valeurs de A et B. Donc, si A fois B supérieur à 0, if A fois B supérieur à 0, donc notre condition c'est A fois B supérieur à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On ouvre notre bloc de if, on va échanger ou permuter les valeurs de A et B. Par quoi et comment on va permuter? L'idée la plus simple, c'est d'introduire une variable intermédiaire qui s'appelle C. Donc, on met dans la variable C la valeur de A, et puis dans la variable A, on met la valeur de B, et à la fin, dans B, on met la valeur de C. Et de cette façon, on a permuté les valeurs de A et B avec une variable intermédiaire C. Donc, on ferme le bloc de if ici. Donc, si cette condition est vérifiée, on permute les valeurs de A et B à travers une variable intermédiaire. Else maintenant, sinon, c'est-à-dire sinon, l'un des deux nombres n'est pas, donc, l'un des deux nombres soit positif ou soit négatif. Donc, else,
qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans A la somme de A et B et dans B le produit de A et B. Est-ce qu'on peut directement mettre A reçoit A plus B et B reçoit A fois B? On ne peut pas de cette façon. Pourquoi? Parce que si on met A reçoit A plus B, qu'est-ce qu'on obtient? On aura une mise à jour de la valeur A et puis si on fait B reçoit A produit B, on obtient une valeur donc erronée. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut introduire deux variables. On peut utiliser la même variable C puisque le programme il va entrer dans if ou else, l'une ou l'autre. Donc on peut mettre dans la variable C donc la somme de A et B et dans la variable D on peut mettre le produit de A et B et à la fin on peut affecter la valeur de C dans la variable A et affecter la variable D dans affecter la valeur de D dans la variable B et dans ce cas-là, on ferme notre bloc de else. Donc, else, c'est-à-dire A ou B, donc ne sont pas A et B ne sont pas de même signe. Donc, on a traité les cas de A et B s'ils sont signés ou non. Il nous reste à faire l'affichage du résultat. Donc, à la fin, on affiche la nouvelle valeur de A avec printf, la nouvelle valeur de A égale. Donc, on met le format %d /n pour retour à la ligne, virgule A, donc on va afficher la valeur de A, de même pour la valeur de B et return 0 pour le main, donc pour le programme retourne, donc se termine avec succès. Donc de cette façon, on a échangé le contenu de A et B dans le cas où elles sont de même signe. Sinon, le A contient la somme de A et B et le B contient le produit de A fois B. Passons maintenant à la structure à choix alternatif imbriqué. C'est quoi une structure à choix alternatif imbriqué? C'est-à-dire l'une des parties de la structure conditionnelle contient à son tour une autre structure conditionnelle, c'est-à-dire les structures sont les unes dans les autres. Les structures sont imbriquées, on dit imbriquées, c'est-à-dire les structures les unes dans les autres. En algorithmique, cette structure est comme suit. Donc, si une condition est vérifiée, alors on a un autre bloc de si. Si condition 2, alors on fait un traitement de 1, sinon un traitement de 2. Fin si. La première fin si, c'est du bloc interne. Après, sinon c'est sur c'est-à-dire la condition contraire de la condition 1. Donc, sinon, c'est-à-dire si la condition 1 n'est pas vérifiée, on fait le traitement, on exécute le traitement 1. Fin si, la dernière fin si, c'est pour la première si ou bien le si externe. Donc, si la condition 1 est vérifiée, alors si condition 2 est vérifiée. C'est-à-dire, la deuxième si condition 2, c'est-à-dire on a la condition 2 avec la condition 1 vérifiée. On sait, donc on a la même structure mais en langage C, if condition 1 est vérifiée, on ouvre les accolades, un autre bloc de if condition 2, c'est-à-dire if condition 2 est vérifiée et condition 1 est vérifiée. Donc, on ouvre un autre bloc de if, le programme exécute traitement de 1, on ferme le bloc interne, else, si on a donc la condition 2 est fausse, on exécute le traitement de 2, on ferme le bloc de else et on ferme le bloc de if, la première if ou la if externe, else, c'est-à-dire la condition 1 est fausse,
on fait ou bien le programme exécute le traitement 1. Voilà comment on écrit un code avec une structure à choix alternative imbriquée, c'est-à-dire une structure conditionnelle dans une autre structure conditionnelle. On applique maintenant une activité ou un exercice concernant les structures à choix alternatives imbriquées. Donc, l'énoncé de cette activité consiste à écrire un programme en C qui lit la valeur de la température de l'eau et affiche son état. De cette façon, glace, donc l'état de l'eau est glace si la température est inférieure à 0. Liquide si la température est strictement supérieure à 0 et strictement inférieure à 100, et vapeur si la température est supérieure à 100. Passons à la correction de cette activité. Donc, on va écrire un programme en C. Tout d'abord, on importe la bibliothèque studio.h. On va écrire notre programme principal dans la fonction main. Donc, la première chose dans le corps du code, on va déclarer les données. Ici, on a une seule variable qui est la variable température. On peut donc la déclarer comme float puisque la température est une variable réelle, donc on la nomme comme t, donc float t point virgule. On va saisir les données, donc on va écrire un message avec printf, veuillez entrer la température de l'eau et retour à la ligne avec /n. Et puis on va lire la variable, la valeur de température à travers le clavier avec la fonction scanf. Donc scanf demande le format %f puisque c'est un float réel et l'adresse de t, la température de la variable t. Donc après la déclaration et la saisie de données, on doit tester et afficher le message. Est-ce qu'il s'agit d'un glace, d'un liquide ou bien d'un vapeur? Donc, on commence par la première vérification et le premier test sur la valeur de t. If t inférieur ou égal à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher l'état de l'eau glace. Donc, on ouvre notre bloc de if qui consiste à une seule instruction et on affiche le message l'état de l'eau est glace et retour à la ligne avec /n. Donc, else, c'est-à-dire sinon, c'est-à-dire la condition elle est fausse, t inférieur ou égal à 0. Son contraire, c'est t supérieur à 0. Donc, pour afficher que l'état de l'eau est liquide, on doit avoir la température strictement supérieure à 0 et inférieure strictement à 100. Donc, si on met else et on ouvre le bloc de else, c'est-à-dire t est supérieur strictement à 0 et t inférieur à 100. Donc, if t inférieur à 100, on ouvre le bloc de if, printf l'état de l'eau est liquide. Dans ce cas-là, l'eau est liquide. Else, cette else, elle est pour la deuxième if, la if imbriquée, ici. Imbriquée dans else, ici. Donc, else, c'est-à-dire le t, il est supérieur ou égal à 100. Et bien évidemment, le t, il est supérieur strictement à 0. Dans ce cas-là, l'état de l'eau est vapeur. On ferme le bloc de else, on ferme le bloc de else extérieur et on écrit return 0 qui nous indique que le programme se termine avec succès et on ferme à la fin le programme principal, notre main. Passons maintenant à la structure à choix multiples. Cette structure consiste à évaluer une expression qui n'est pas forcément à valeur booléenne et selon la valeur trouvée, un traitement est effectué. En algorithmique, la syntaxe est comme suit. Selon l'expression ou la variable, qu'est-ce qu'on va faire? On va traiter cas par cas
selon la valeur de cette expression. Val 1, dans le cas c'est-à-dire de val 1, 2 points, on a un traitement à faire. Val 2, 2 points, on a un autre traitement 2 à faire. Val 3, autre traitement traite 3 à faire, etc. Jusqu'à val n, on exécute un autre traitement. Sinon, ou bien autre, un autre traitement qui n'est pas spécifié dans les cas précédents. Sinon, il est facultatif, mais c'est une bonne pratique. Et à la fin selon. On sait la structure à choix multiple est switch case. Donc, switch case break, elle s'écrit de cette façon, switch, l'expression, entre parenthèses, on ouvre le bloc de switch avec les accolades, cas, on va traiter cas par cas. Case, val 1, 2 points, on va exécuter traite 1. Après traite 1, on va faire break. Break, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de quitter la structure switch. C'est-à-dire, si je trouve le cas 1, le traitement s'exécute et break, elle va quitter, elle permet de sortir de la structure switch directement, sans voir les autres cas, puisque je suis dans ce cas-là. Case val 2, on fait un autre traitement 2, de même break, etc. jusqu'à case val n, on exécute traite n. Bien sûr, break ici, il est obligatoire. Et à la fin, comme sinon ou autre en algorithmique, on fait default, c'est-à-dire on peut faire un autre traitement qui n'est pas déjà traité explicitement dans les autres cas. Default est facultative. On va implémenter maintenant un exercice qui consiste à écrire un programme en C permettant de demander à l'utilisateur de saisir un entier entre 1 et 7 au clavier et d'afficher le nom du jour correspondant. C'est-à-dire, si je saisis 1, j'affiche lundi, 2, mardi, 1, etc. Passons maintenant à la correction de l'activité proposée. Donc, avant de donner la correction, il faut réfléchir au choix correct ou convenable pour résoudre un problème bien déterminé. Pour cet exercice, on peut le traiter avec if, else, etc. Mais ici, le bon choix, c'est avec la structure à choix multiple switch, puisque switch, son écriture est plus simple. Et aussi, on a dit que l'expression, pas forcément à valeur booléenne. Donc ici, juste, il faut tester sur la valeur de n. Donc, selon n, on va traiter cas par cas. Si elle est 1, on affiche lundi. Si 2, on affiche mardi, etc. Donc, dans le corps de notre programme principal main, on déclare les données. Ici, on a une seule variable qui est l'entier n. Donc, qui est le jour. Donc, le numéro de jour qui est de type entier, int n, donc, point virgule. On va saisir les données, on va afficher un simple message, par exemple, veuillez ou saisissez, ou bien veuillez entrer un entier entre 1 et 7, et on retourne à la ligne avec /n, et on va lire la valeur de n avec scanf, le format %d, et on donne l'adresse de n. Maintenant, on va tester selon n, selon la valeur de n, on va traiter cas par cas. Switch n, donc on ouvre le bloc de switch. Si n est égal à 1, donc case 1, 2 points, on affiche printf lundi, on retourne à la ligne avec /n, et on fait break. Pourquoi? Break. Si on ne le met pas, il va traiter le cas 2. Mais si je suis réellement donné, si je suis dans le cas de 1, je dois faire break. Pourquoi? Pour qu'elle me fait sortir directement de la boucle. Si c'est le cas 1, donc on affiche lundi et on sort de la boucle.
puisqu'on est dans ce cas-là. C'est pas la peine de traiter les autres cas. Case 2, on affiche mardi et on fait break. De même, si on est dans le cas 2, donc il ne va pas, traiter le cas 1, donc il va traiter le cas 2. Case 3, il affiche mercredi et il fait break. Si c'est le cas, il affiche mercredi et il sort avec break, etc. Case cas par cas jusqu'à, donc, si je n'ai pas donné ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, default, donc on affiche le nombre est incorrect. Donc voilà, default, c'est-à-dire ce n'est pas les autres cas. J'ai donné une autre valeur qui n'est pas correcte. Et à la fin, on ferme la structure switch et on retourne return 0 et on ferme notre main. Donc pour conclure la première partie de notre cours, les structures conditionnelles, on va donc conclure. Dans cette partie, nous avons défini et manipulé les différents types de structures conditionnelles. La structure linéaire donc se caractérise par une suite d'actions à exécuter successivement dans l'ordre énoncé, c'est-à-dire une structure séquentielle. Les instructions sont l'une après les autres. La structure alternative ou conditionnelle n'offre que deux issues possibles à la poursuite du programme et s'exclut mutuellement. La structure du choix permet d'effectuer des actions différentes suivant les valeurs que peut prendre une même variable. Et la structure itérative répète l'exécution d'une opération ou d'un traitement, ce qu'on va étudier dans la deuxième partie de notre cours qui traite les structures itératives ou répétitives. Donc la deuxième partie de notre cours consiste aux structures itératives. Partie, donc l'étudiant sera capable de savoir les différents types de structures itératives ou répétitives. Il doit aussi apprendre à manipuler ces différents types de structures itératives et il va appliquer la structure itérative la plus convenable et adéquate pour résoudre un problème bien déterminé. Donc nous continuons avec la deuxième partie qui consiste aux structures itératives ou répétitives. Les structures algorithmiques qu'on peut avoir sont une structure linéaire ou bien séquentielle, c'est-à-dire les instructions sont organisées l'une après l'autre. Les structures conditionnelles, on a vu dans la partie 1 les différentes structures conditionnelles. Et maintenant, on va voir les structures itératives ou répétitives. Une structure itérative ou répétitive ou selon une condition ou encore on dit boucle est une suite d'instructions ou opérations exécutées répétitivement d'une manière répétitive. Pourquoi on utilise cette structure itérative? Soit pour exécuter un ou plusieurs traitements pour un certain nombre de fois jusqu'à ce que une condition soit remplie ou vérifiée. Une structure itérative est utilisée aussi pour éviter de réécrire un même traitement ou un bloc d'instructions plusieurs fois. On passe maintenant au type de structure itérative. On distingue deux types de boucles. Le premier type de boucle, sont les structures à compteur ou définies, où le nombre d'itérations est connu à l'avance et une variable, ou dit encore compteur, compte les répétitions ou les itérations. Exemple, la lecture de 10 nombres à partir du clavier. Donc, l'opération de lecture d'un nombre est répétée 10 fois. Donc, dans ce cas, la structure utilisée en algorithmique, on dit pour faire. On sait, c'est la boucle for. Le deuxième type
de structures itératives sont les structures à événements ou, dit encore, indéfinies, où le nombre de fois que la boucle sera exécutée est inconnu à l'avance. Il peut dépendre du nombre de données à traiter ou du nombre d'essais que l'usager a effectués. On a deux types de structures dans ce cas. La structure tant que faire en algorithmique, c'est l'équivalent la boucle while en C, et la structure aussi répétée jusqu'à son équivalent en C, c'est do while. Et on va voir dans les slides suivants la différence entre toutes ces boucles. Nous citons quelques remarques autour de la boucle for. Donc, cette structure permet d'exécuter un traitement pour un nombre bien déterminé ou fini de répétitions ou d'itérations. Quand on sort de la boucle for, la sortie de la boucle d'itération s'effectue lorsque le nombre souhaité de répétitions est atteint. Si on a n itérations, quand on termine par la énième itération, on sort de la boucle for. Un indice de contrôle d'itération est utilisé et il est caractérisé par sa valeur initiale, par sa valeur finale et son pas d'incrémentation ou décrémentation. Et on va voir la syntaxe en C et aussi on va voir algorithmiquement la syntaxe de la boucle for. Passons donc maintenant à la syntaxe de la boucle for en algorithmique. Donc en algorithmique, la boucle for c'est pour faire donc un traitement n fois par exemple. Donc la syntaxe générale c'est pour indice ou compteur i par exemple de valeur initiale de 0 à valeur finale par exemple n et avec un pas. Le pas par défaut c'est 1, sinon on le donne d'une manière explicite. Faire quoi? Un traitement combien de fois? Valeur finale moins valeur initiale plus 1. C'est-à-dire dans le cas, la valeur initiale c'est 0 et la valeur finale c'est n. Donc on a n plus 1 itération. Donc pour chaque itération, on va faire un bloc d'instruction qui est le traitement. On répète le traitement n plus 1 fois, par exemple, 10 fois, 11 fois, 20 fois, etc. jusqu'à donc la valeur finale d'itération et on va faire fin pour. Donc les remarques. L'indice ou compteur est identifié par un identificateur de variables, par exemple i, j, k, etc. Il est initialisé à valeur initiale et s'incrémente ou décrémente jusqu'à atteindre la valeur finale. Donc, la boucle pour peut avoir un indice et cet indice, il est initialisé à une valeur initiale. S'incrémenter ou décrémenter, c'est-à-dire si la valeur initiale est 0 et la valeur finale est 10 par exemple, on a une incrémentation. Et si on commence par 10 et on s'arrête à 1 par exemple ou 0, donc c'est une décrémentation. Mais dans ce cas-là, il faut préciser bien sûr le pas par moins 1 par exemple. Donc, le traitement est répété combien de fois? La valeur finale moins la valeur initiale plus 1. Donc, bien sûr, la valeur finale moins valeur initiale, c'est une valeur absolue. Donc, le traitement se répète combien de fois? Par exemple, si la valeur initiale, c'est 0 et la valeur finale, c'est n, on a n plus 1 fois. N moins 0 plus 1, c'est n plus 1 fois. Si j'ai n itérations, je commence par 0, ça se termine par n-1, ou on commence par la valeur initiale 1 et on termine par n. Donc n-1 plus 1, c'est n fois. Le pas d'incrémentation est optionnel. Il est par défaut 1. C'est un entier relatif qui explicite le pas d'incrémentation quand il est positif
et de décrémentation quand il est négatif, et on a dit qu'il est par défaut 1. Dans le cas contraire, c'est-à-dire 2, moins 1, moins 2, il faut le préciser d'une manière explicite. Entre parenthèses, on met le pas. Donc, la dernière remarque, la condition de répétition du traitement est relative à la valeur d'indice et la valeur finale. Donc, voici quelques exemples en algorithmique de la boucle for ou en algorithmique on dit pour. Donc, l'exemple 1, c'est pour i de 1 à 5 faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Le traitement, c'est écrire i fois 10, c'est-à-dire on va écrire la valeur de i fois 10 5 fois, donc selon la valeur de l'indice i et fin pour. Donc, la première fois, qu'est-ce qu'elle va faire la boucle? Pour i est égal à 1, donc qu'est-ce qu'on a? Écrire 1 fois 10, donc le résultat, on va afficher 1. Donc, on retourne à la boucle pour avec i est égal à 2 cette fois-ci. Donc, on va écrire 2 fois 10. Donc, la valeur, c'est 20, sera affichée. On retourne à la boucle avec la valeur d'indice i est égal à 3. Cette fois-ci, on va afficher la valeur 3 fois 10 qui est 30. Et on retourne à la boucle avec l'indice, la valeur d'indice i égale à 4. Donc, on affiche la valeur 4 fois 10 qui est égale à 40. Et à la fin, donc, l'indice prend la valeur 5. Dans ce cas-là, l'affichage de 5 fois 10 qui est 50 sera affiché. Donc, on s'arrête à 5 parce que les itérations jusqu'à 5. Donc, on affiche 10, 20, 30, 40 et 50 avec cet exemple. Passons maintenant à l'exemple 2 qui est une boucle pour i de 5 à 1 avec ici un pas moins 1 faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire aussi i fois 10. On va écrire la valeur de i fois 10. Donc, à chaque itération i, on va faire ce calcul et on l'affiche. D'accord? Mais ici, on a une décrémentation ici. Et on n'a pas une incrémentation. Donc, on va voir itération par itération l'affichage, la valeur de l'affichage. Donc, pour i est égal à 5 au début. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient écrire 5 fois 10. Donc, on affiche 50. On retourne à la boucle avec l'indice, donc le pas moins 1, c'est-à-dire l'indice devient 4. Donc, on écrit 4 fois 10, donc on affiche 40. On retourne à la boucle avec l'indice est égal à 3, puisque moins 1 le pas, donc 3 fois 10 égale à 30. On retourne à la boucle avec l'indice égal à 2, donc 2 fois 10 c'est 20. Et donc, à la fin, on s'arrête à l'indice de valeur 1. Donc, on affiche 1 fois 10 qui est la valeur 10. On termine avec l'exemple 3. Pour cette fois-ci, donc, le pas est égal à 2. Donc, pour i de 1 à 5, pas 2, faire. On va faire le même calcul i fois 10 et son affichage. Donc, la première itération, c'est i est égal à 1. On va afficher 10. Après, on retourne à la boucle avec l'indice de valeur maintenant plus 2. 1 plus 2, c'est 3. Donc, on va écrire 3 fois 10 qui est égal à 30. On retourne à la boucle. Donc, on est encore 3 plus 2 maintenant. On a 5. Donc, 5 fois 10 égale à 50. Et on s'arrête à l'itération de valeur 5. Donc, on termine avec ces 3 exemples. Nous passons à la syntaxe en C pour la boucle for. Donc, for, initialisation, point virgule, la condition et point virgule, incrémentation ou décrémentation. On ouvre le bloc de la boucle for, on fait les traitements, on exécute les instructions et on ferme la boucle for.
Donc, remarque, tout comme en algorithmique, l'incrémentation dépend du problème. Elle peut correspondre à un pas positif dans le cas d'une incrémentation ou un pas négatif dans le cas de décrémentation. Par défaut, le pas est égal à 1. Donc, les mêmes exemples qu'on a traités algorithmiquement, on va les traduire avec le langage C. Donc, la syntaxe est comme suit. Donc, pour les mêmes exemples, le premier exemple, for i est égal à 1. Donc, point virgule i inférieur ou égal à 5, point virgule i plus plus. C'est-à-dire, on a fait ici pour i de 1 jusqu'à 5, donc jusqu'à A5, ça devient une condition i inférieure ou égale à 5. C'est-à-dire, à chaque itération, quand on va incrémenter, il faut, avant l'incrémentation, donc, passer par la condition. Est-ce que i, la valeur de i, elle est inférieure ou égale à 5 ou non? Donc, si c'est le cas, si la condition est vérifiée, donc on va faire le traitement. Ici, l'affichage donc de la valeur i fois 10, bien sûr ici format %d. Donc, à l'itération 1, on va afficher, à l'itération 2, i est égal à 2, donc 2 inférieur ou égal à 5, donc on va faire le traitement. Et on incrémente, i est égal à 3, on affiche, et on va voir est-ce que 3 inférieur ou égal à 5, si oui, on affiche, et on incrémente, ainsi de suite. Pour l'exemple 2, pour i de 5 à 1 avec un pas moins 1, ça devient for i reçoit 5. La condition ici c'est i supérieur ou égal à 1. Et ici une décrémentation i moins moins. Donc, à chaque itération, allant de 5 jusqu'à 1 avec un pas moins 1, on va afficher la valeur de i fois 10. Donc ici, à l'itération i est égal à 5, on affiche 5 fois 10, puis donc on passe avec la valeur de i, c'est 4, 4 supérieur à 1, donc on va faire le traitement. On décrémente donc 3. Est-ce que 3 supérieur à 1? Oui, donc on affiche et ainsi de suite. Pour l'exemple 3, for i de 1, la condition c'est i inférieur ou égal à 5 avec ici i plus égal à 2. Donc ici il y a un pas de 2 et on affiche bien sûr la valeur de i fois 10. Donc un pas est égal à 1. Donc 1 est inférieur à 5, donc on affiche, on incrémente par 2, 3, est-ce que 3 inférieur à 5? Oui, on affiche, plus 2, donc 5 inférieur ou égal à 5, oui, on affiche, et bien sûr, on retourne avec 7, est-ce que 7 inférieur ou égal à 5? Donc non, donc on sort de la boucle, on s'arrête à i est égal à 5. Voilà, avec les exemples. Comme application pour la boucle for, on va écrire donc un programme, on sait qu'il lit un entier positif et affiche sa factorielle. Donc par défaut, la factorielle de 0, c'est 1. À n, inférieur ou égal à n, et l'incrémentation, c'est i++. Et à chaque itération, on a la mise à jour de la valeur de fac reçoit fac fois i. À chaque itération jusqu'à n. Donc on ferme la boucle et on ferme la structure conditionnelle et à la fin on affiche la valeur de factoriel. Nous allons étudier maintenant un autre type de boucle, la boucle do while ou bien en algorithmique répétée jusqu'à. Dans cette structure, le traitement est exécuté une première fois,
Puis une répétition se poursuit jusqu'à ce que la condition soit vérifiée. C'est-à-dire le traitement est toujours exécuté au moins une fois. Donc on a une ou plusieurs itérations. Au minimum, on a une seule fois que le bloc d'instruction sera exécuté. Passons maintenant à la syntaxe et des exemples de la boucle do-while en algorithmique et en langage C. En algorithmique, la syntaxe est comme suit: répéter un traitement jusqu'à trouver une condition d'arrêt. Donc, on va répéter au moins un traitement une seule fois jusqu'à trouver une condition d'arrêt. On sait, la syntaxe est comme suit: do un traitement au moins une fois, while une condition. C'est-à-dire, on va exécuter un bloc d'instruction au moins une fois. On va retourner à cette boucle tant que il y a une condition qui est vérifiée ici. La condition, on sait, c'est l'inverse de la condition d'arrêt en algorithmique. En algorithmique, c'est une condition d'arrêt. On sait, ça devient une condition qui doit être vérifiée. Exemple, en algorithmique, on commence le compteur par 1, on va répéter un traitement comme suit: l'écriture de i fois 10 et l'incrémentation de i, donc i plus 1. Il reçoit i plus 1. Jusqu'à quoi? Jusqu'à trouver la condition i supérieure à 5. C'est-à-dire, quand on trouve i supérieur à 5, on sort de la boucle répétée jusqu'à. Donc, au début, i est égal à 1. Donc, on va faire quoi? On va écrire 1 fois 10. On va incrémenter i à 2. 2, donc, on va, puisqu'on n'a pas dépassé le 5, on va retourner à la boucle avec 2. 2 fois 10, c'est 20. Et on va, on affiche 20 et on va incrémenter l'indice, le compteur i. I n'est pas supérieur à 5, donc on peut entrer dans la boucle jusqu'à trouver i supérieur à 5. Dans ce cas-là, si on trouve donc 6, on peut quitter la boucle. Dans le cas de même exemple en C, on l'écrit d'une autre façon. I est initialisé à 1. On va faire quoi? Do quoi? On va afficher i fois 10. Donc 1 fois 10. I incrémenté par 1. Puisque le 1 est inférieur ou égal à 5, donc on va retourner à la boucle pour faire quoi? Pour afficher 2 fois 10, 20. Avec l'incrémentation donc du compteur, ça devient 3. Donc 3, elle est inférieure ou égale à 5. Donc on peut entrer encore une fois à la boucle jusqu'à quoi? Donc jusqu'à bien sûr donc jusqu'à donc i égale à 6. On peut donc dans ce cas-là sortir de la boucle do while. Nous allons appliquer une activité pour la boucle do while en écrivant un programme en C qui lit un entier positif et affiche sa factorielle. On a déjà résolu le problème avec la boucle for. On va voir la différence ici avec la boucle do while. Nous allons résoudre le problème de la factorielle n avec la boucle do while ou répéter jusqu'à en algorithmique. Donc, on a dit que l'intérêt de répéter jusqu'à est si on a un traitement qui doit être exécuté au moins une fois. Si je trouve la condition d'arrêt, je sors de la boucle. Donc, ici, on exige à l'utilisateur de donner un entier positif. Donc, on peut utiliser la boucle répéter jusqu'à
pour le contrôle de saisie. Donc, pour écrire et lire n, donc on peut les mettre dans une boucle répétée jusqu'à quoi? Jusqu'à trouver l'entier n supérieur ou égal à 0. Donc, répéter quoi? Un traitement qui se répète au moins une fois, qui est l'écriture et la lecture de n. Donc, écrire, donner un entier positif, n. On va lire n. Donc, on va répéter ce traitement jusqu'à trouver n positif, jusqu'à l'utilisateur donne un entier positif par le clavier. Donc, c'est pour la saisie, l'écriture et la lecture de n. Bien sûr, ici, c'est juste pour le contrôle de saisie. Après, donc, on va traiter la partie factorielle. Donc, factoriel initialisé à 1. Et on initialise le compteur de la boucle répétée jusqu'à A1. Donc, on a un traitement répété, on a dit, plusieurs fois. Donc on va répéter quoi? Fac reçoit fac fois i. Donc, à chaque fois, on va faire la mise à jour de la variable fac. Et on va incrémenter le compteur pour retourner à la boucle. Et on va répéter ce traitement jusqu'à trouver quoi? I supérieur à n. Donc, pour l'exemple de factoriel de 3, par exemple, donc, au début, factoriel et la variable fac est initialisée à 1. Le compteur de la boucle répété jusqu'à initialisé à 1. Factoriel au début reçoit factoriel qui est 1 fois i, donc 1 fois 1, donc fac reste à 1. On incrémente le compteur i à 2. On va vérifier la condition, donc i 2, est-ce qu'elle est supérieure à 3? Non, donc on retourne à la boucle répétée. Donc cette fois-ci, la variable de factoriel, elle devient donc 1 fois 2, puisque 2, i déjà incrémenté. Donc i devient 3. On va vérifier si i qui est 3 supérieur à n qui est 3. Non, donc on répète. On retourne dans la boucle. On retourne à la boucle avec la valeur factorielle cette fois-ci. 2 fois i qui est 3. Donc, et i sera mise à jour, incrémentée à 4. Maintenant, est-ce que 4 est supérieur à n qui est 3? Oui, donc on a trouvé la condition d'arrêt de sortir de la boucle. Donc, on sort de la boucle avec la valeur de factoriel est égale à 6. Donc, et on écrit la valeur de factoriel, la valeur de la factorielle de n qui est égale à 6. Donc, de même, on va écrire cet algorithme avec le langage C. Donc, de même pour le contrôle de saisie, on utilise do while. Donc, on va faire le printf et le scanf plusieurs fois jusqu'à trouver donc n, jusqu'à écrire jusqu'à la lecture d'un entier positif. Donc, on entre au moins une fois dans la boucle do. Par exemple, la première fois, on n'a pas donné un entier positif, on retourne. Donc, comment on retourne? Donc, on va tester while n inférieur à 0. Donc, si n inférieur à 0, on retourne à do, etc. jusqu'à n supérieur ou égal à 0. Donc, le traitement maintenant, de même, fac est initialisé à 1, i initialisé à 1, le compteur do. Donc, on va faire le traitement de la mise à jour de factoriel, à chaque fois factoriel fois i, et on incrémente le compteur. On prend le même exemple, le factoriel de 3. Donc, au début, fac est égal à 1 fois 1. On incrémente le compteur à 2. While 2 inférieur ou égal à 3. Donc, oui. Donc, on entre une autre fois à la boucle do. Fac sera
mise à jour à 1 fois 2, donc ça devient 2 et le compteur ça devient 3. While i, donc 3 inférieur ou égal à 3, oui, donc on retourne à la boucle avec factoriel devient 2 fois 3, donc, et le compteur devient 4. Maintenant, est-ce que 4 inférieur ou égal à 3? Non, donc on sort de la boucle avec la valeur 6. Passons maintenant à la boucle while. Dans cette structure, la condition est testée au début, dès le départ. Comment? Si elle est vérifiée, la condition, le traitement est exécuté jusqu'à ce que la condition devienne fausse. Sinon, c'est-à-dire sinon, si la condition n'est pas vérifiée, les instructions qui suivent la boucle seront exécutées directement, sans entrer dans le bloc d'instruction de la boucle while. Le traitement peut ne jamais être exécuté. Donc, si la condition est fausse, le traitement ne peut pas être exécuté dans ce cas. L'exécution du traitement est effectuée donc 0 ou plusieurs fois, 0 ou n fois, puisque le nombre de répétitions n'est pas connu à l'avance. Maintenant au syntaxe et exemple avec la boucle while, donc en algorithmique et en C en algorithmique. La syntaxe est comme suit: tant que la condition est vérifiée, on va faire un bloc d'instruction ou un traitement et on va refaire à chaque fois où la condition est vérifiée, on sort de la boucle tant que quand la condition elle est fausse. Donc on a dit que tant que la condition est vérifiée, on va entrer dans le bloc de traitement. Si la condition est fausse, on n'entre jamais dans on n'entre jamais dans la boucle. Donc on a 0 ou n fois itération. Donc on sait la syntaxe est comme suit: while condition est vérifiée, on va faire le traitement. Bien sûr, les instructions se terminent par point virgule à chaque fois où la condition est vérifiée, donc on entre dans le bloc de while. Si donc la condition est fausse, donc on sort de la boucle. Exemple, i est initialisé à 1. Tant que i inférieur ou égal à 5, on va faire le traitement d'écriture et d'incrémentation. Donc, dans la première itération, i est égal à 1, donc on va écrire 1 fois 10, 10, et le i sera incrémenté à 2. Tant que 2 inférieur ou égal à 5, oui, donc on va faire 2 fois 10, l'affichage c'est 20 et i s'incrémente à 3. Tant que 3 inférieur ou égal à 5, on va faire écrire 3 fois 10, 30 et i sera incrémenté à 4. Tant que 4 inférieur ou égal à 5, on va faire écrire 4 fois 10, donc 40 l'affichage et i sera 5. Tant que 5 inférieur ou égal à 5, on va faire 5 fois 10, 50 et le i devient 6. Maintenant, tant que 6 inférieur ou égal à 5, donc c'est faux, donc on sort de la boucle. De la même manière, donc on sait, le i est le compteur i initialisé à 1, while i inférieur ou égal à 5, donc on affiche i fois 10 et i sera incrémenté à chaque fois on entre dans la boucle while si la condition est vérifiée et remplie. On sort de la boucle while quand i égale à 6. Passons à l'activité, la même activité d'écrire un programme en C pour la lecture d'un entier positif et l'affichage de sa factorielle. Donc, mais cette fois-ci avec la boucle while. De même, c'est le même code sauf ici avec tant que. Donc tant que la condition c'est i inférieur ou égal à n, on va faire quoi? La mise à jour de factoriel qui est factoriel fois i et l'incrémentation de i devient i plus 1. Donc on va entrer plusieurs fois à tant que si la condition i inférieure ou égale à n est remplie.
Donc, dans l'exemple de factoriel de 3, donc on va refaire le même exemple que répéter jusqu'à, mais ici, au début, la condition, s'il n'est pas vérifié, donc on sort directement. Voilà, tant que la condition i inférieure ou égale à n, donc on va faire ces deux instructions. Donc dans le cas de factoriel 3, on sort de la boucle quand i dépasse n, quand i égale à 4, donc sera supérieur à 3. De même, on sait donc while i inférieur ou égal à n, on va faire le bloc d'instruction, la mise à jour de factoriel et l'incrémentation de i. On sort quand i égale à 4 qui dépasse n. Donc while, on va faire 0 ou n fois itération. Remarque sur les instructions de contrôle. Les instructions de contrôle, ce sont des instructions qui permettent d'arrêter ou de continuer l'exécution d'une boucle. Il existe deux types d'instructions, break et continue. Break, qu'est-ce qu'elle fait? Break sert à contrôler le déroulement d'une instruction, comme avec l'instruction switch, on a vu ça avec la structure de contrôle switch. Elle permet aussi d'arrêter le déroulement d'une boucle. Donc, elle permet de sortir directement d'une boucle. Continuons, elle permet d'aller directement à la prochaine itération de la boucle sans exécuter le reste des instructions internes. C'est-à-dire, tout ce qui est après le continue est ignoré en programme. Donc, on saute directement à l'itération suivante. À noter bien, donc une boucle bien construite n'a pas besoin de l'usage de ces instructions de contrôle. Il est alors déconseillé de les utiliser avec les boucles. Donc, ce n'est pas une bonne manière en pratique de les utiliser. Si notre boucle est bien écrite convenablement avec les conditions, ce n'est pas nécessaire d'utiliser break et continue dans les boucles. Mais donc, la condition dans les deux structures while et do while est une expression logique. Le nombre de répétitions dans la boucle for est connu à l'avance. Le nombre de répétitions dans la boucle while ou bien do while peut être inconnu, qui dépend de la condition d'arrêt. La boucle for peut être remplacée par while ou do while, c'est-à-dire les boucles la boucle for est équivalente à while et aussi à do while. On peut réécrire for avec while ou bien do while comme on a vu dans l'exemple de factoriel. Donc pour résumer, while, la condition est évaluée avant le traitement et le traitement est exécuté au moins 0 fois. Dans do while, la condition est évaluée après le traitement et le traitement est exécuté au moins une fois. Dans la boucle for, la condition est évaluée avant le traitement et le traitement est exécuté n fois. Pour conclure, dans cette deuxième partie du chapitre 2, nous avons présenté et manipulé les différents types de structures itératives ou bien répétitives, telles que la boucle for, la boucle do while et la boucle while. À la fin, au revoir et à la prochaine séance. Et j'espère que vous avez bien assimilé les différentes structures conditionnelles ainsi que les structures itératives.